je me suis fait voler des parts sociales de SCI et de sociétés. D'accord ? J'ai des amis entrepreneurs qui se sont fait voler également des parts sociales de SCI, mais de SCI importantes, qui détiennent des 100 millions d'euros de patrimoine immobilier. D'accord ? Donc on parle de personnes aguerries qui ont les alertes sur Infogreffe et compagnie. On s'est déplacé au greffe. Le greffe dit écoutez, on est débordé toutes les 2 minutes. Je parle du greffe de Paris. Toutes les 2 minutes, il y a une personne qui vient qui dit voilà, on m'a pris mon immeuble, etc. Alors nous, on s'est dit comment se fait-il que dans un pays qui soit la 6 ou 7e plus grande puissance mondiale, il y ait autant de papiers pour acheter un immeuble au niveau du notaire. Vous achetez un appartement, vous vous retrouvez avec des livres de documents, mais que quelqu'un derrière, avec juste une imitation de signature, puisse vous reprendre les parts. Qu'est-ce qu'il faut faire à ça, mec ? Alors l'idée, dans une démarche un peu pédagogique, d'abord je prendrais, c'est que finalement c'est une personne qui a une manœuvre donc qui serait frauduleuse. Exactement. Et qui entend régulariser des actes tels que des procès-verbaux d'assemblée générale, ou encore des statuts dans un dessein de spolier la trésorerie ou éventuellement le patrimoine de la société. L'idée en soi, et vous évoquez la difficulté de l'escroquerie en matière de SCI, j'ai vu passer l'article également, c'est 2 marchands, pour l'anecdote, 2 marchands qui vendent les parts d'une SCI à un type qui veut faire un investissement. Ce type-là, finalement, régularise les actes, donc qui ne sont pas des actes pour acheter le bâti immobilier, j'entends, pour acheter les parts de la SCI. Et il s'avère qu'à la suite de cet achat donc des parts, ils ont imité sa signature, donc à cet acheteur initial, pour reprendre eux-mêmes les parts de leur propre SCI. Ils ont réitéré l'opération 40 ou 50 fois, mais la difficulté qui se pose en l'état, c'est quoi? C'est que lorsque ils vont vous racheter les parts en imitant votre signature, ils ont toute la liberté et le loisir de pouvoir vendre le bâti le temps pendant lequel ils ont racheté ces parts-là. Et vous vous retrouvez dépourvu de votre bien patrimoine immobilier ou bien immobilier. Voilà. Donc effectivement, maintenant, on a érigé les greffiers tout de même en contrôleurs. Ils doivent vérifier la cohérence des informations qui leur sont fournies. On sait que maintenant, ça transite aussi par l'INPI au préalable avant d'arriver au greffe du tribunal de commerce. Mais c'est une vérité. On rencontre des difficultés sur la falsification des actes. C'est la raison pour laquelle il faut prêter une grande attention. Et si d'aventure, on rencontre une difficulté de la sorte, il faut aller se rendre chez son avocat dans les plus brefs délais pour qu'une assignation en référé soit diligentée rapidement. Exactement, parce que vous savez, moi j'ai plein d'amis avocats, quand je leur ai expliqué, on parlait de ça, ils ont même dissous leur SCI pour reprendre leur patrimoine à titre privé. Parce qu'il faut savoir que le greffe aujourd'hui n'a pas vocation de contrôler, même si ils se prétendent contrôleurs. Les greffes sont tenus par des grandes familles qui sont là depuis X années, ils ne veulent pas forcément changer les choses. Et le drame dans tout ça, c'est que même quand dans les statuts vous mettez que toute cession doit être faite devant notaire, et ben le greffe enregistre quand même. Et ensuite, alors ça nous est arrivé, bon, il faut savoir aussi qu'il y a un laxisme judiciaire, donc les gens n'ont plus peur d'imiter des signatures ou autres. Il y a ensuite la procédure en référé, il y a la procédure en pénal, il y a la procédure donc au civil, et c'est très long. C'est exact. Le temps judiciaire n'est pas un temps normal, voilà. Et il est loin de votre temps à vous, du temps des affaires. Exactement. Ça n'a rien à voir. C'est très long et vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri de mettre des années avant de récupérer votre bien. Absolument, ou de ne pas le récupérer. Ou de ne pas le récupérer. Ça peut arriver, absolument. Exactement. Moi, pour l'anecdote, j'ai eu un dossier comme celui-ci, où une femme qui était à la tête d'une société, qui était présidente de cette société-là, s'est fait, finalement, par l'intermédiaire d'un procès-verbal d'assemblée générale, qui s'est fait spolier sa place de présidente. Et finalement, elle pensait être encore gérante de la société en question, mais elle ne l'était plus. Donc on a dû diligenter, finalement, une procédure pour démontrer la falsification de signature, donc à la fois donc en matière pénale, comme vous l'avez justement dit, et également en matière commerciale sur l'aspect présidence. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? On a gagné. Mais ça a mis des années. Ça a mis des années. Parce qu'en plus de cela, le temps que le pénal soit instruit, vous avez bien compris que le fondement du dossier, le cœur du dossier, était régi par le pénal, à la fois la falsification de signature. Donc on est tributaire de la décision pénale pour obtenir la décision en matière commerciale ou civile. Et le voleur, l'escroc, il a le temps de vider les comptes. C'est exact. Il a le temps de vider les comptes. Donc après, même quand on gagne les procédures... Et s'il est insolvable, vous avez bien compris la difficulté qu'on rencontre. Voilà. Quand il est insolvable, il ne se passe rien. Et comment se fait-il que, parce que c'est un vol, comment se fait-il que la justice ne fait rien? C'est-à-dire un cambrioleur qui braque une banque, il va prendre 5, 6, 8 ans. Comment se fait-il que quelqu'un qui vole le patrimoine des Français, parce que moi j'estime que l'État doit protéger le patrimoine des Français. Je donne un exemple juste de comparatif. On est dans un pays où il y a le plus d'impôts au monde. Donc si on paye autant d'impôts, c'est pour être protégé. Si vous allez à Dubaï, il n'y a pas d'impôts, mais par contre si vous faites voler les parts sociales de votre société, je peux vous assurer que la personne elle va être en prison dans les 24 heures. Comment on explique ça? Loin de moi l'idée de faire la politique, mais je vais vous dire, c'est qu'en réalité vous remarquerez qu'en France, le financier, il est rarement condamné. Tous les délits financiers, on va rarement être emprisonné pour cela. À mon sens, la difficulté, elle réside surtout dans la manière de se faire indemniser. Parce que
je sais pas, je m'en remets à votre avis, mais vous préférez que la personne soit emprisonnée ou que la personne finalement arrive à vous rétablir dans votre bon droit en vous versant les sommes qu'ils vous ont volées. Nous, par Ou exemple, les deux. ou les deux. Nous, la personne, par exemple, qui m'a volé par, elle a pris un magasin, elle a pris une société, elle a volé 1 600 000 euros. Bon, l'argent après il disparaît. L'argent disparaît, ces personnes-là deviennent insolvables. Donc, je veux dire, Donc tant qu'à ne pas récupérer l'argent, autant qu'il soit condamné en matière pénale et qu'il soit enfermé. pour moi, après c'est la logique, c'est ma logique à moi, peut-être que c'est pas la logique à tout le monde. Quand quelqu'un vole le patrimoine d'un Français, il mérite la prison. Absolument. Moi, je répondrai d'une manière différente. Je vous répondrai qu'en réalité, si cette personne-là conserve sa liberté, elle aura plus la possibilité de pouvoir rembourser finalement les sommes qu'elle a volées. Je vous dis pas que c'est le cas. Je vous dis que derrière les barreaux, c'est une évidence qu'elle aura plus de difficultés à pouvoir rembourser. Heureusement que je suis pas politicien parce que moi j'aime bien les barreaux. Ouais, J'estime qu'un vol c'est un vol Ouais. et qu'il faut punir. En fait, j'estime qu'il faut punir. Et après, il y a des lois. Là où je vais vous demander votre avis, par exemple, on en parlait avec plein de monde. J'ai plein de personnes autour de moi qui investissent pour faire du Airbnb. Aujourd'hui, un squatter, il peut rester 3 ans dans un Airbnb. Comment on explique ces lois-là? C'est ça vraiment que les gens, ça intéresse tout le On monde. a une Comment démarche on en France qui est très protectrice du locataire. On a une démarche en France où on est très protecteur du salarié. On est les pays des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle il fait pas bon être un propriétaire ou il fait pas bon être un patron. C'est exact. Mais, Je vous mais, l'accorde. mais en réalité, c'est des droits de l'homme injustes. Pourquoi? Vous pouvez demain être propriétaire endetté, plus pauvre qu'un squatter. Moi, j'ai vu des propriétaires qui n'ont... C'est la notion du droit au logement, en réalité. Voilà. La notion du droit au logement, elle est érigée au stade constitutionnel, et c'est la raison pour laquelle on considère que le locataire, qui serait par exemple sous le coup de la trêve hivernale, que vous connaissez, 31 octobre, 1er novembre, jusqu'à fin mars, eh ben, il a vocation à rester dans les lieux. Pour quelle raison? Parce qu'il se doit d'avoir un toit, il doit avoir sûrement une famille, donc on ne peut pas le déloger à ce moment-là. Donc imaginez la difficulté pour les avocats qui diligentent d'abord une assignation en expulsion, après avoir obtenu un commandement de payer visant la clause résolutoire, et avoir passé donc toutes les étapes qui s'imposent en pareille matière. Derrière, on est obligé de moduler avec le temps et ce time-lapse qui est très court pour arriver à sortir les personnes des lieux. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai vu le cas à Paris d'une personne que je connais qui s'est endettée pour acheter un bel appartement, qu'il a mis en location. Il s'est fait squatter cet appartement par quelqu'un, donc sur qui il a enquêté, sur un millionnaire. Vous avez aujourd'hui des millionnaires qui vont squatter parce que c'est devenu très facile. Alors, si c'était quelqu'un avec des enfants, qui n'a pas d'argent, qui est à la rue, etc. Bon, même là, je ne le comprendrais pas. Mais là, on a des fois des personnes qui profitent de ce système. Ah mais c'est exact. J'ai vu beaucoup de dossiers où en réalité les personnes se maintenaient dans les lieux et savaient parfaitement moduler avec le temps pour éviter d'être sortis des lieux Parce qu'aujourd'hui, dans la levée de la trêve hivernale. On a plein de monde qui ne savent plus où investir, qui veulent plus investir en France à cause de ça. Pour sortir quelqu'un d'un appartement, loyer impayé, ça met 3 ans. Et aujourd'hui, même les murs commerciaux. Nous, on a des cas de figure sur des murs commerciaux, 24 mois, 36 mois, les gens sortent pas. On a même des cas de figure où le tribunal donc, a mis qu'il fallait sortir, donc il y a une expulsion, et où le préfet ne bouge pas. Ah bah absolument, parce que c'est le préfet effectivement qui diligente, vous avez raison là-dessus, c'est le préfet qui va donner la possibilité du concours de la force publique pour sortir les personnes des lieux. En plus, et c'était une information importante, c'est que à présent les beaux meublés, en réalité on avait souvent, on se dirigeait vers cela pour éviter les difficultés des baux de 3 ans, parce que c'était plus flexible, dirais-je, en matière d'expulsion. Maintenant les lois sont quasiment identiques, sont sensiblement identiques entre le meublé et le bail de 3 ans soumis à la loi de 89. Le seul investissement maintenant où on peut virer librement nos locataires, c'est sur un garage ou un parking. Mais permettez-moi de vous dire que c'est pas le genre d'investissement que j'affectionne.